Finalement, nous avons compris que l'activité provenait des tubes dans lesquels nous conservions les cultures tissulaires. Nous avons donc appelé le fabricant des tubes, qui n'a pas pu nous fournir d'explications. Il nous a envoyé plusieurs lots pour que nous puissions détecter la présence de l'œstrogène qui, en fait, était due à un changement dans la formulation du plastique. Le fabricant considérait que c'était un secret commercial. C'est pourquoi il a refusé de nous révéler la composition. C'est donc grâce à notre recherche indépendante que nous avons pu identifier que la substance était du nonylphénol. Le nonylphénol, comme le bisphénol A, sont des hormones de synthèse utilisées comme antioxydants dans les matières plastiques. Après leur découverte, les deux chercheurs décident de se consacrer au BPA en raison de son utilisation massive dans les plastiques alimentaires. Leur originalité, c'est d'exposer les cobayes pendant la gestation pour pouvoir observer les effets sur la seconde génération. Voici la glande mammaire d'une souris de 4 mois. On peut voir les conduits qui plus tard draineront le lait. Ils ne sont pas très nombreux et font peu de ramifications. Maintenant, je vais vous montrer un animal qui a été exposé au bisphénol A in utero. On peut voir la complexité des conduits et de leurs ramifications. C'est 4 mois après l'exposition. Ce serait une situation normale si la souris était enceinte, mais ce n'est pas le cas. À cet âge, un animal normal devrait être comme ceci. Donc il y a une différence importante. La grossesse n'est pas une pathologie si la femelle est enceinte, mais si la glande mammaire d'une femelle qui n'est pas enceinte imite la grossesse, alors ce n'est pas normal. Quelle est la dose de bisphénol A que vous avez administrée? 250 nanogrammes par kilo. C'est une dose très basse. Une dose 200 fois inférieure à la DGA. L'histoire d'Anna Soto et de Carlos Sonnenschein a été racontée dans un livre qui a défrayé la chronique américaine en 1997. Publié en France sous le titre « L'homme menacé de disparition », il est le fruit d'une enquête conduite par le professeur Theo Colborn. Celle-ci a étudié l'impact de la pollution chimique sur la faune des Grands Lacs, puis elle a réalisé la synthèse d'1 millier d'études concernant l'évolution de certaines espèces sauvages, comme les mouettes, les baleines ou les loutres. Un véritable travail de détective qui conduisit à la création d'un nouveau concept scientifique, celui de perturbateur endocrinien. J'ai commencé à répertorier tous les troubles constatés dans ces différentes espèces. En général, les animaux adultes avaient l'air normal. Mais leurs petits, quand ils pouvaient se reproduire et qu'il y avait des petits, ne parvenaient pas à l'âge adulte. Et s'ils y parvenaient, ils ne vivaient pas très vieux et ils étaient incapables de se reproduire. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un perturbateur endocrinien? La réponse est très simple. C'est une substance chimique qui interfère avec la fonction du système endocrinien. Que fait le système endocrinien? Il nous permet de nous reproduire. Il permet que nous fonctionnions normalement et il contrôle tout le processus de construction d'un bébé, depuis la fécondation jusqu'à la naissance. Chaque muscle, la programmation du cerveau ou des organes, tout cela en dépend.
Le problème, c'est que nous avons inventé des produits chimiques qui ressemblent aux hormones naturelles et qui peuvent se glisser dans les mêmes récepteurs en allumant une fonction ou en l'éteignant. Le cerveau est perturbé et ordonne au corps de produire plus d'hormones, et c'est ça le problème. Le terme perturbateur endocrinien a été inventé lors de la conférence de Wingspread organisée par Theo Colborn en 1991. Elle y réunit la vingtaine de scientifiques qui ont nourri la matière de son livre. Depuis, ils se retrouvent chaque année lors d'un colloque à la Nouvelle-Orléans. Il y a là Anna Soto et Carlos Sonnenschein, Louis Guillette, spécialiste des alligators, Fred Fomsal, qui travaille depuis plus de 20 ans sur le bisphénol A, ou John McLachlan, spécialiste du Distilbène, en anglais DES. Interdit depuis plus de 30 ans, ce médicament a été largement prescrit pour prévenir les fausses couches. Il est considéré comme le modèle des perturbateurs endocriniens. Car fait unique, on dispose non seulement de données expérimentales sur les animaux, mais aussi de données épidémiologiques chez les humains. Le Distilbène est réellement le produit chimique qui a changé notre manière de penser en nous éclairant sur ce qu'est la perturbation endocrinienne et sur ce que nous appelons maintenant l'origine fœtale des maladies de l'adulte. Si on remonte 70 ans en arrière, le Distilbène fut la première hormone de synthèse inventée par Charlie Dodds en 1938. Il avait déjà synthétisé le bisphénol A en 1936 comme un œstrogène. Le Distilbène a été utilisé comme un support endocrinien pour les grossesses. Il a été prescrit à plus de 4 millions de femmes aux États-Unis de la fin des années 40 jusqu'à 1975. Après, vous connaissez tous l'histoire. On a constaté des cancers du vagin chez les filles des femmes traitées. Qu'avez-vous observé quand vous avez exposé des souris en gestation à du Distilbène? Nous avons observé des effets sur leur descendance mâle et femelle. Chez les femelles, nous avons observé des cancers dans leur système de reproduction, notamment du vagin, comme c'est le cas chez les humains. De fait, tout ce que nous avons constaté chez les souris a été vérifié chez les humains. Et tout ce qui a été vu chez les humains l'a aussi été chez les souris. C'est même très troublant. Lorsque nous avons conduit nos études sur les souris il y a 25 ans, nous avions noté que les femelles de la seconde génération avaient des ménopauses plus précoces. Et 25 ans plus tard, nous constatons la même chose chez les femmes exposées. Thank you, Pete. Donc il faut le répéter, toutes les conséquences du Distilbène observées chez les humains l'ont aussi été chez les souris et les rats. Et aujourd'hui, avec Carlos, nous obtenons les mêmes résultats avec des doses faibles de bisphénol A, similaires à ce que l'on trouve dans l'environnement. Il y a cependant une différence. Nous avons obtenu nos premiers résultats en 2007, et si l'on fait un parallèle avec le Distilbène, cela veut dire qu'il faudra attendre 2032 pour le vérifier chez les humains. Et ce sera très difficile. Pour le Distilbène, les femmes qui ont été exposées in utero ont les ordonnances de leur mère comme preuve, tandis que les femmes qui auront un cancer en 2032 n'auront aucune preuve qu'elles ont été exposées au BPA in utero. Je vous laisse avec cette pensée très dérangeante. Notre prochain orateur est Fred Fomsal, professeur de biologie à l'Université du Missouri. The chemical industry has L'industrie chimique a fait un gros travail de désinformation pour convaincre les gens que nous ne sommes pas exposés au bisphénol A et que les quantités que l'on trouve dans nos organismes ne sont pas du tout préoccupantes. Les faits prouvent le contraire. Juste pour vous donner un exemple, si vous tenez à avoir votre dose quotidienne de BPA,
il suffit que vous mangiez de la sauce tomate Heinz. Même chose pour les produits qui contiennent des substances lipophiles, comme le thon à l'huile. Le Centre pour le contrôle des maladies a fait plusieurs études pour mesurer le niveau de BPA dans les urines. Et comme on peut le voir dans cette enquête nationale, plus vous êtes jeune, plus votre niveau de BPA est élevé. Quels effets avez-vous observés quand vous avez exposé des souris en gestation à des doses très faibles de BPA? Les études sur les animaux montrent que des doses largement inférieures à la dose journalière admissible causent la sécrétion de l'insuline, une augmentation du taux de glucose, une résistance à l'insuline, du diabète, des maladies cardiaques, des dysfonctionnements cérébraux et des troubles du comportement. Nous constatons aussi des dysfonctionnements dans le système de reproduction des mâles et des femelles. Chez les femelles, des kystes aux ovaires ou des fibromes utérins. Chez les mâles, des malformations des testicules, une quantité réduite de spermatozoïdes, des niveaux d'hormones et de testostérone anormalement bas. Nous observons enfin des cancers de la prostate chez les mâles et du sein chez les femelles. Le ministre de la Santé et des Sports. Le principe de précaution ne s'applique qu'en l'absence d'études fiables. Là, et en l'occurrence, les études fiables existent et concluent en l'état actuel de la science à l'innocuité des biberons en bisphénol A. Depuis plusieurs années, le bisphénol A est l'objet d'un bras de fer qui oppose les agences de réglementation et un nombre croissant de scientifiques. L'enjeu n'est pas seulement la DJA fixée, mais au-delà, la manière dont sont évalués les perturbateurs endocriniens, dont le BPA est devenu le symbole. Au cœur du conflit, les effets des faibles doses, que les toxicologues de l'industrie ignorent et donc ne testent pas. Curieusement, les agences de réglementation continuent de baser leur évaluation sur les études de l'industrie, dont la qualité est contestée. Quant aux industriels, ils s'accrochent au statu quo, en servant le même argument que les fabricants d'aspartame, comme ici lors de cette audition organisée au Parlement français. Là, je vous emmène faire un petit voyage à travers le monde sur ce dont nous, les industriels, nous avons besoin, à savoir des avis des agences sanitaires qui nous autorisent à mettre sur le marché les différents produits. Le consensus actuel des agences sanitaires aux USA, Canada, Europe et Japon est que les niveaux actuels d'exposition au BPA en application alimentaire ne présentent aucun risque sur la santé des populations, y compris les enfants et les bébés. Et moi, quand j'entends votre discours qui me dit toutes les agences sont d'accord, je vous dis, toutes les agences étaient d'accord pour dire que l'amiante ne posait pas de problème. Et à l'époque, on nous disait, où sont les victimes? Et les victimes, on sait, on est à 3000 morts. Alors la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on attend 40, 50 ans, 60 ans pour avoir la certitude? Ou est-ce que, à partir de ce que l'on sait, cette convergence d'études chez l'animal sur toutes les espèces testées, souris, rats et le singe, les données sur le singe sont extrêmement fortes. Je crois que le principe de précaution s'impose. Le problème, c'est qu'on ne peut pas protéger correctement nos concitoyens sur la base de l'émotion. Ça ne veut pas dire pour autant que... Moi, je crois que les mots n'ont pas de sens à ce moment-là. Comment pouvez-vous parler d'émotion devant l'ensemble de ces données scientifiques? Moi, je ne suis pas en train, ni Patrick Fénichel ni moi-même ne sommes en train de vous parler d'émotion. C'est vrai que le mot émotion est très surprenant. Depuis 10 ans, en effet, plusieurs centaines d'études ont été publiées montrant des effets du BPA à des doses très faibles, parfois 5000 fois inférieures à la DJA. C'est ce que souligne la déclaration de consensus signée en 2007 par 38 scientifiques internationaux sous l'auspice de l'Institut national des sciences de la santé environnementale des États-Unis. Parmi les auteurs, on trouve Frédéric Fomsal, Carlos Sonnenschein, Anna Soto ou Linda Birnbaum, la nouvelle directrice du NIEHS. Ils écrivent « Les pathologies humaines actuelles ressemblent aux effets observés chez des animaux de laboratoire exposés à de très faibles doses de BPA.
comme l'augmentation des cancers du sein et de la prostate, les malformations urogénitales chez les bébés masculins, le diabète de type 2, l'obésité ou les problèmes de comportement tels que l'hyperactivité. Pensez-vous que le BPA devrait être interdit, au moins pour les biberons, comme l'a décidé récemment le Canada? Je suis quelqu'un de pragmatique. Je pense qu'il y a suffisamment de preuves qui indiquent que le BPA a le potentiel de causer des effets